Nous allons reprendre cet après-midi. Le premier sujet, pour tout de suite vous redynamiser, c'est l'apport de l'intelligence artificielle. Alors on en parle beaucoup, c'est un sujet à la mode. Dans intelligence artificielle, il y a artificielle. Et puis il y a intelligence. Et Michel, je suis sûr que tu vas nous présenter ton sujet avec beaucoup d'intelligence. Merci Eric. Si j'arrive intelligemment à mettre ça en marche, ça serait pas mal. Voilà. Voilà, alors merci Eric de m'avoir choisi ce sujet un peu abstru. Et nous allons parler de l'intelligence artificielle. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle ? Alors l'intelligence artificielle, au cours des différentes décennies, a beaucoup évolué avec l'évolution des technologies, et je vais vous faire grâce de tous les détails technologiques. Mais schématiquement, le mot intelligence artificielle est apparu en 1951. C'est un mathématicien britannique, Alan Turing, décédé à l'âge de 41 ans, qui a posé pour la première fois le mot intelligence artificielle. Et sa question était de savoir si les ordinateurs pourraient un jour avoir une conscience. Et il a élaboré ce qui s'appelle maintenant le test de Turing. Il dit, eh bien, un ordinateur sera intelligent lorsqu'un individu, un être humain, pourra communiquer indifféremment avec un être humain ou un ordinateur sans faire la différence. C'est ce qu'on appelle le test de Turing. Et puis le terme de machine learning, que vous connaissez sûrement tous, est apparu en 1959. C'est un ingénieur d'IBM américain, Samuel, qui a prononcé ce mot pour la première fois. Et à l'époque, les ordinateurs avaient augmenté leur puissance, les bases de données augmentaient, on inventait les algorithmes, on créait des modèles numériques, on faisait de la prédiction avec les ordinateurs. Et c'est là qu'il a lancé ce mot. Mais dans machine learning, il y a learning, mais ce n'est pas du vrai learning encore. Puisque le principe du machine learning, tout au moins à l'époque, eh bien, l'ingénieur crée un algorithme a priori, c'est-à-dire qu'il donne un schéma de pensée à l'ordinateur, il le met dans l'ordinateur, ensuite on met des données, et puis à partir des données analysées avec l'algorithme, eh bien, il fait des prédictions. Par exemple, en sport, il y a beaucoup d'ordinateurs, de software qui ont été dédiés à la prédiction du service vainqueur au tennis. Alors, on donnait des tas de data dans l'ordinateur et l'ingénieur crée des règles. Alors, les règles, eh ben, on dit que si le tennisman à tel âge, il a telle probabilité d'avoir un service vainqueur, s'il tape à telle vitesse, il a telle probabilité de gagner, etc. Et au bout du compte, ces systèmes n'ont jamais marché, pas plus que le hasard. Donc, on n'a jamais réussi à prédire si un service au tennis allait être gagnant avec ces outils. Et puis, la véritable intelligence artificielle s'est développée dans les années 2000, tout particulièrement à partir de 2010, grâce à ce monsieur, Yann LeCun, qui est un Français, breton, qui est lauréat du prix Turing en 2018, qui a révolutionné un petit peu l'intelligence artificielle en inventant ce qu'on appelle les réseaux neuronaux et l'apprentissage profond ou le deep learning. Vous voyez ? Donc, c'est à chaque fois une complexité supplémentaire dans le principe de l'intelligence artificielle. Et donc, la France n'a pas à rougir, puisque c'est un Français qui a développé ce système. Alors, les réseaux neuronaux, c'est quoi ? Un réseau neuronal, en fait, c'est une architecture informatique qui est inspirée du fonctionnement cérébral, c'est-à-dire que l'information, elle est analysée en plusieurs couches, et, un peu comme le cerveau. Et surtout, et ce qui est nouveau, c'est que c'est un système apprenant. C'est pour la première fois qu'il y a un véritable système apprenant qui permet d'utiliser des bases de données géantes et qui est basé sur des modèles statistiques. Alors ici, le principe est un peu différent, c'est-à-dire qu'on entre dans la machine, dans le système de deep learning, dans les réseaux neuronaux, on introduit déjà les réponses. Et puis c'est une fois que l'ordinateur analyse les réponses qu'il va en déduire les règles. Donc on fait un pré-système avec ça, et puis ensuite, les données sont introduites dans le système, qui lui-même va s'auto-alimenter, et ça fait des prédictions. Alors déjà, il faut bien comprendre les deux systèmes. Dire que la programmation informatique classique, l'ingénieur établit des règles, on donne des données, l'ordinateur utilise les règles de l'ingénieur pour analyser les données, pour donner des réponses.
L'intelligence artificielle, c'est complètement différent, puisqu'on introduit dans l'ordinateur les données et les réponses. Et c'est l'ordinateur qui va établir le pattern, qui va établir le schéma pour établir les règles. Donc c'est complètement différent. Et là, ça a complètement tout changé. Par exemple, pour savoir si un service va être vainqueur ou non au tennis, eh bien, on introduit les datas. Les datas, c'est les vidéos du service. Et puis ensuite, on dit à l'ordinateur si le service était vainqueur ou perdant. Puis ensuite, c'est le réseau neuronal qui va établir les patterns, qui va savoir établir les relations et déterminer pourquoi il était gagnant. Et ça marche. C'est-à-dire qu'à partir de là, eh bien, les logiciels, les réseaux neuronaux arrivent à prédire plus facilement si un service va être gagnant ou pas. Alors pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle en médecine? Parce que le raisonnement médical, le fonctionnement du cerveau en médecine, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a des tas de données, et puis en fonction de notre expérience, en fonction de ce qu'on a vécu, en fonction des réponses qu'on a déjà vues, des diagnostics qu'on a faits, on essaye de faire un petit micmac dans notre cerveau pour prédire des diagnostics, des pronostics, etc. Donc la médecine, c'est ça, c'est gérer des databases et puis les analyser. Donc la médecine, ça s'adapte hyper bien à ce concept de l'intelligence artificielle. Sauf que ici, les datas, ça peut être des signes médicaux, donc toute la sémiologie, et puis on rentre dans la machine le diagnostic. Et donc une fois que le réseau neuronal a les signes et le diagnostic, il fait un petit micmac, et puis il fait un diagnostic automatisé. Et ici, c'est génial parce que les signes, ça peut être ce qu'on veut. Ça veut dire qu'on peut mettre de l'imagerie, on peut mettre de la biologie, on peut mettre de la clinique, des ECG, ou tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, le but, c'est de créer un système de diagnostic automatisé. Et alors là, je vous parle du diagnostic parce que c'est une composante très importante de la médecine, mais ce n'est pas forcément un diagnostic. Ça peut être des résultats d'une intervention. Par exemple, on met toutes les caractéristiques d'un patient et d'une maladie, on met le résultat de l'intervention, et puis le réseau neuronal va nous dire quel est le pronostic en fonction des signes. Donc, il va nous aider à prendre des décisions chirurgicales. Oui, donc il y a plein d'aspects en médecine qui peuvent utiliser l'intelligence artificielle et les databases. Et alors le truc, c'est que plus la médecine se complexifie, plus il y a des datas, plus il y a des signes, plus il y a des infos. Par exemple, si vous regardez la chirurgie, il y a 40 ans, la décision chirurgicale, c'était relativement simple, puisque tout était basé sur le chirurgien. Le chirurgien faisait son diagnostic, il posait son indication en fonction de ce qu'il avait appris, de son expérience, il faisait l'opération comme on lui avait appris, il évaluait le patient comme il avait envie. Tout était drivé par le chirurgien. Donc la chaîne était relativement simple. Maintenant, le monde est un peu plus complexe. C'est-à-dire qu'il y a plein de boucles. Il y a les sociétés savantes, il y a les registres, il y a la littérature médicale, il y a les patients qui ont leur mot à dire, il y a les assurances, il y a les hôpitaux, il y a tout un ensemble de trucs qui fait que notre démarche est 1000 fois plus complexe qu'avant. Et tout ça, en fait, ça fournit de la data. Et donc, tout le monde se bat pour avoir ces datas. Les datas qui sont importantes de la part des patients, de la part des registres, des sociétés savantes, pour les fabricants de prothèses, de trucs, pour l'industrie pharmaceutique, pour les assurances. Tout le monde veut avoir les datas de notre boucle et de tout ce système. Et puis pareil pour la technologie médicale. Regardez, avant, quand on opérait, moi quand j'étais interne, on avait une radio au négatoscope. Ensuite, en fonction de notre expérience, on ouvrait le genou. Et puis en gros, on se débrouillait avec les outils qu'on avait. Maintenant, les choses sont devenues plus compliquées. C'est-à-dire qu'on a des ordinateurs partout, on a des scanners, des IRM, on a des robots, on a des sensors partout qui sont entrés dans la boucle de la chirurgie. Et toutes ces étapes, pareil, ils fournissent des datas et tout le monde se bat pour avoir ces datas. Donc, vous voyez, c'est devenu quelque chose d'hyper important. Alors maintenant, une autre question, c'est est-ce que l'IA est vraiment intelligente? Elle ne l'est pas vraiment. C'est-à-dire que c'est encore gérer des données, finalement. C'est de la super mémorisation. Et quand on regarde, par exemple, les logiciels des autopilotes dans les voitures, par exemple Tesla, dans leur logiciel, ils ont mis tout ce qui pouvait rouler sur une route. Et dans le logiciel, s'il y a un truc qu'on lui a déjà rentré dans la mémoire qui traverse, la voiture s'arrête. On lui a rentré à peu près tous les animaux qui peuvent passer devant une voiture. S'il voit ça, ça s'arrête. Mais s'il y a par exemple un dinosaure qui passe devant la voiture, on ne lui a jamais montré un dinosaure et on ne lui a pas appris à comprendre que quelque chose qui a 4 pattes et 2 yeux et des oreilles, c'est probablement un truc vivant et qu'il faut probablement s'arrêter. Mais comme il n'a pas appris, il va rentrer dedans. Il y a eu un accident aux États-Unis où une Tesla est rentrée dans un camion poubelle parce qu'on avait rentré plein de trucs, mais pas un camion poubelle. Donc il est rentré dans le camion poubelle, on ne lui a pas appris que c'était dangereux. Donc oui, ce n'est pas complètement intelligent et c'est en fait
de la supermémorisation. Alors, maintenant, nous, à Senti, on s'est intéressé à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour lire des radiographies de prothèses. En effet, les prothèses de genoux, ça marche tellement bien qu'ils s'en posent plus de 2 millions par an dans le monde. Il y a à peu près 15 à 20 millions de patients qui ont des prothèses de genoux dans le monde. Et tous ces patients qui ont des prothèses, le suivi, il est basé sur des radios. Alors, les radios, comme ça, à vue de nez, on pourrait se dire, c'est quand même pas très compliqué. Il n'y a pas grand-chose, finalement, qu'on analyse sur une radio de prothèse. C'est pas si compliqué que ça. C'est quand même moins compliqué que gérer un aéroport. Et pourtant, l'analyse des radios, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué parce que la sémiologie, elle n'est pas très définie, parce qu'il y a des milliers de concepts de différentes prothèses. Chacun est sûr que sa prothèse est mieux que celle d'à côté. L'évolution des images est mal connue. Il y a peu de corrélations cliniques. Enfin bref, l'interprétation d'une radio de prothèse, c'est pas complètement binaire. Et il y a peu de gens qui savent vraiment dire si une prothèse va bien ou pas bien, si la prothèse va durer longtemps ou pas. Et finalement, il n'y a que les hyper spécialistes qui interprètent les radios de prothèses de genoux. Et c'est pas très facile. Et donc c'est une perte d'efficacité énorme pour les systèmes de soins. Par exemple, le suivi des patients est hyper difficile parce que ça coûte cher au système, parce que chaque fois il faut que les patients revoient quand même à un moment ou à un autre les chirurgiens, donc ça coûte des sous, c'est complexe. Sur le plan clinique, on a du mal à faire des diagnostics précoces de complications parce que les chirurgiens sont souvent au bloc, donc ils ont pas, les critères de reprise ne sont pas clairement édités. Puis sur le plan scientifique, on n'est pas très bon pour évaluer les résultats des interventions, puis les résultats des implants, parce qu'on a un énorme déficit de standardisation, un déficit d'efficacité dans notre chaîne, finalement, diagnostique. Alors, l'intelligence artificielle, maintenant, c'est beaucoup utilisé, par exemple, pour diagnostiquer des cancers du poumon, pour diagnostiquer des cancers cutanés. Et on sait que l'intelligence artificielle est bien plus performante qu'un dermatologue pour diagnostiquer un cancer, un mélanome. Et pareil pour les cancers du poumon. En ostéo-articulaire, il n'y a pratiquement rien. Il n'y a pratiquement rien, je ne sais pas pourquoi, probablement parce que les databases sont relativement partagées. Il n'y a que 2 boîtes au monde qui ont analysé, qui travaillent sur le dépistage de fractures dans les services d'urgence, mais c'est le tout début, et ce n'est pas encore très efficace. Et donc nous, on s'est dit, finalement, les prothèses de genoux, ce n'est pas très compliqué. Il y a les datas, c'est les prothèses de genoux, les radios de prothèses. Le diagnostic et l'analyse de la radio, c'est les chirurgiens qui le font. Il suffit de mettre ça dans un réseau neuronal et puis avoir un outil d'analyse automatique des prothèses de genoux. Donc on a fait appel à une start-up spécialisée là-dedans, avec des tas de petits jeunes très intelligents, à qui on a donné ça comme mission. Et puis on a créé un réseau, alors donc avant tout des radios du centre orthopédique Senti, mais aussi de la clinique Arago à Paris, de la Croix Saint-Simon à Paris, avec des experts, etc., pour analyser les radios, pour segmenter les radios, pour analyser l'ensemble et annoter toutes les radios qu'on met dans la machine. Alors après, c'est pas si simple que ça, parce que la première étape, quand on veut faire ça, c'est gérer toute la data protection. Et donc, c'est compliqué, mais c'est pas infaisable. Et finalement, on a pu faire une database, vous voyez, avec une première pour commencer, pour lancer le truc, avec 116 000 radios. Il faut les pseudonymiser, il faut avoir les autorisations de la CNIL, de l'Europe, de la France, des méthodologies, des comités d'éthique, etc. Mais finalement, c'est faisable. Et puis après, donc, sur les 116 000 images, on en a éliminé parce qu'il y en a qui n'étaient pas très bonnes en rotation et tout. Donc on a 82 000 images qui ont été annotées, donc sur lesquelles il y a eu plein de tests par des différents groupes de médecins. Et puis au bout du compte, donc, on a analysé tout ça avec un réseau neuronal. Alors les réseaux neuronaux qui sont dédiés à l'analyse de l'image, ça s'appelle des réseaux convolutionnels, c'est-à-dire que sur une image, ça colle une matrice dans différentes zones de l'image, et puis ça analyse la densité et l'aspect de l'image en différentes zones. Et puis une fois qu'on a fait ça, on arrive à avoir une analyse complète des images de prothèses de genoux. Alors c'est assez compliqué parce qu'il faut déjà apprendre au logiciel si c'est une radio, si c'est une radio de genou, s'il y a une prothèse, si le métal c'est une prothèse, une vis, une plaque ou tout ça, si l'incidence de la radio est bonne, si c'est une radio de face, de profil, une vue aérienne de rotule. Donc il y a toute une complexité là derrière. Et puis finalement, on a fait un logiciel qui s'appelle Bianca, qui est encore pas expérimental, mais qui permet, à partir d'une radio de prothèse de genou, de mesurer automatiquement tous les angles, alors que les radiologues, ils passent encore des heures
à mesurer les angles avec leur souris quand ils font une radio, hein, c'est vrai Yannick, hein, à mesurer les angles. Et les chirurgiens, il y a toujours une variabilité, savoir ce qu'on appelle un liseré, savoir si on trouve qu'une prothèse déborde, etc. Et donc, à partir de ça, le logiciel le fait automatiquement. Donc, ce coup-ci, il n'y a plus de discussion. C'est complètement objectif et standardisé. Et donc, on a fait, sur notre base de données de 110 000 prothèses, on a mis au point donc ce logiciel. Et puis après, on l'a comparé, l'efficacité du logiciel versus l'efficacité des chirurgiens experts. Donc, les chirurgiens de la prothèse de genou de Santi, de la Croix-Saint-Simon et de Arago. Et moi qui croyais que j'étais le meilleur du monde pour analyser une radio de prothèse, je me suis aperçu qu'on était bien moins bon que le logiciel, que le logiciel était plus performant que nous sur le plan statistique pour analyser tout, les interfaces, les interlignes, les dimensions. Et alors du coup, maintenant, on utilise un appareil automatique. Vous voyez, on met la radio dans le logiciel. Le logiciel, il analyse automatiquement si les radios est bonne, si c'est une radio de face, si c'est une radio de profil, s'il y a une prothèse. Ensuite, il repère automatiquement tous les points particuliers, les points remarquables pour calculer les angles. Ensuite, il analyse automatiquement les problèmes d'interface, s'il y a des liserés, s'il y a des trucs. Ensuite, il analyse s'il y a des géodes, s'il y a des ostéolés, s'il y a des problèmes osseux. Et maintenant, tout ça, c'est fait automatiquement, ce qui peut, à terme, absolument nous changer la vie et puis surtout aller dans la voie d'une standardisation. Donc je pense qu'on vit le début de l'intelligence artificielle, que ça va probablement se développer dans toute la médecine et que notre métier sera complètement différent dans 15 ans par rapport à ce qu'il est maintenant, parce que tout sera standardisé. Tout sera standardisé sur le plan diagnostique, sur le plan des indications, sur le plan des suivis. La précision de l'analyse, on n'aura plus la subjectivité des docteurs qui font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Il y aura un suivi automatique des patients, ce qui donnera des informations 1000 fois plus précises pour progresser sur la techno. Et puis on pourra prévoir les complications à l'avance. Merci de votre attention. Bravo Michel pour ton exposé. Je suis un peu impliqué là-dedans avec mes databases du croisé. Il y a un truc que tu n'as pas dit. Comment vous allez passer ce code? C'est-à-dire que autant sur le diagnostic, il n'y a pas trop de soucis, autant sur le prédictif, ce qui bloque actuellement avec l'intelligence artificielle, c'est que les mathématiciens ne sont pas encore capables d'expliquer comment, à partir d'une image, tu peux arriver à un diagnostic final. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à expliquer mathématiquement le système de réflexion de l'intelligence artificielle. Comment vous allez passer cet écueil qui visiblement est important sur la validité des résultats qu'on peut obtenir? Parce que pour l'instant, c'est qu'il y a énormément de statistiques dans le fonctionnement des réseaux neuronaux. Et c'est basé avant tout là-dessus. Ils créent des modèles, et puis après, ils appliquent quelque chose sur un modèle. Et puis après, comme c'est apprenant, petit à petit, les bases de données s'implémentent, et c'est de plus en plus précis. Mais par exemple, pour des pronostics d'intervention, tout dépend de ce qu'on rentre dans la machine. Si, comme information, on lui donne tous les facteurs morphométriques, par exemple, du patient, et puis le résultat d'une intervention, le réseau neuronal va calculer à partir de ça le truc. Mais, ceci dit, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que le réseau neuronal, pour l'instant, ne marche pas du tout vraiment comme le cerveau. Et il y a des boîtes, notamment une des boîtes leaders en Europe qui s'appelle Another Brain, qui a pour but justement de changer complètement les microprocesseurs des ordinateurs pour les faire travailler comme les chaînes neuronales sur le cortex cérébral. Et ils sont à deux doigts d'y arriver, pour l'instant pas encore, mais pour essayer de passer à une véritable intelligence qui effectivement n'est pas le cas actuellement.